Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Et la famille? Oui, tout le monde va bien. Tout le monde Dieu va très merci. bien. Dieu merci. Donc, vous avez la Donc, parole. cher frère, voilà, nous encore une fois de plus. Oui, oui. Donc, cher frère, avant mon intervention, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse et la fermer rapidement. Cher frère, il y a une banque en Côte d'Ivoire qu'on appelle Advance Bank. C'est une banque de microfinance normalement. Donc, cher frère, j'ai une connaissance à moi qui travaille dans cette banque-là. On a échangé longuement depuis la semaine dernière et vraiment, il a attiré mon attention sur quelque chose. Au fait, ce que je tiens à dire, c'est pas comme si c'est de la discrimination ou si on est contre un peuple. C'est rien de tout ça. C'est un appel que je lance à la jeunesse ivoirienne. Il faudrait qu'ils s'intéressent aux microfinances. Ce dernier, il m'a dit tout simplement, il a dit, lui, il est dans une agence à Bank à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là où même il y a le poumon café cacao. Il a dit que souvent, il monte des dossiers de microfinance, mais rares sont les Ivoiriens qui s'intéressent réellement à ça. Et ce sont nos frères de la sous-région qui montent des dossiers en bonne et due forme et on leur donne minimum 30 millions, 15 millions, 60 millions pour des activités d'achat de cacao. Frère. Et ces derniers-là, ils remboursent l'argent. Ils sont solvables. Frère. Oui. Tu sais ce que nous les Ivoiriens on aime? C'est système Mamadou Touré. On nous fait de la publicité, nous on prend pour nous, et puis l'argent disparaît. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce que l'Ivoirien globalement aime là, c'est le style Mamadou Touré là. C'est-à-dire, il vient, on fait de la fanfaronnade. Après, on dit, nous, on a donné 25 millions. Lui, il dit, j'ai eu 5 millions. Les 20 millions disparaissent dans la nature. On dit, non, on ne sait pas comment retrouver. En réalité, ça n'a pas disparu. En réalité, c'est un jeu. Le gars, ils font leurs amours. Les jeunes savent de quoi ils sont en train de parler. C'est Zamou en plein jour qu'ils font. C'est 25 millions. Mais dans les 25 millions, on dit au pauvre monsieur, toi, on va te donner 5 millions, mais le reste, là, c'est mort. Voilà ce que l'Ivoirien aime. L'Ivoirien ne peut pas aller en face d'une banque pour dire, bon, je suis venu engager ma dignité, engager mon honneur, engager ma crédibilité pour prendre crédit. Et puis, je vais assumer. L'Ivoirien ne peut pas faire ça. Nous tous, on a pris crédit dans nos vies, à la banque. Mais c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Ils aiment la facilité et le faux. C'est pourquoi, cher frère, tu trouveras très peu qui vont faire ce que tu es en train de dire. Que ce soit vrai. C'est pourquoi on retrouve les Maliens, les Burkinabés et les autres frères de la sous-région qui utilisent cela. C'est très malheureux. Donc, merci beaucoup d'avoir appuyé encore là-dessus. Donc, j'ai fait rapidement la parenthèse. Il n'y a pas de problème. Donc, cher frère, mon intervention de ce soir s'inscrit dans la politique du président de la République. C'est-à-dire, toujours dans cette lancée de communication et de propagande, il est important de mettre en relief ce que le président de la République fait pour tous les Ivoiriens, ainsi que pour le bien-être des Ivoiriens, chers frères. Moi, je m'intéresse particulièrement au domaine de l'automobile en Côte d'Ivoire. Vous savez, chers frères, dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, le président Ouattara a commencé à tracer des routes. Et il y a des Ivoiriens qui étaient contre le fait que le président ne trace que des routes. Mes chers frères, c'est des Ivoiriens inculqués, comme tu le dis, c'est des personnes qui ont toujours tendu la main. Donc quand on crée des conditions pour qu'on puisse absorber le chômage, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous lire un article de Jeune Afrique qui est un entretien entre Laurent Pommier, c'est-à-dire Laurent Pommier, c'est le directeur du développement international de Midas. Donc ceux qui sont en Occident, ils savent ce qu'on appelle Midas. Midas, c'est un centre auto. Et les Abidjanais ont entendu parler de Midas parce qu'ils sont installés à Saint-Pedro. Donc l'article date de 2017. Donc ce sont des échanges. Donc je vais vous le dire rapidement. Laurent Pommier, il affirme ceci. Nous sommes l'alternative
au secteur informel. L'enseigne de réparation mise sur le réseau des stations Shell pour accélérer son déploiement. Elle souhaite s'insérer entre les concessionnaires et le secteur informel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une étude qui a été menée. Ceux qui réparent les véhicules en Côte d'Ivoire, c'est des concessionnaires. Maintenant, à côté des concessionnaires, il y a les mécaniciens qu'on connaît dans le quartier. Donc c'est ce qu'on appelle le secteur informel. Aujourd'hui, qu'est-ce que Midas vient faire? Midas vient se mettre entre le concessionnaire et le secteur informel, c'est-à-dire nos mécaniciens qui sont dans nos quartiers. Donc l'article continue. On dit c'est en décembre que l'enseignant exploité par le français Mobivia, en parenthèse 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, inaugura son premier centre à San Pedro, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Et c'est à Abidjan qu'elle ouvrira en janvier 2018 son deuxième point de vente dans une station Shell, car Midas a signé en juillet un accord avec l'entreprise néerlandaise de production et de distribution de pétrole appelée Vivo Energy, titulaire de la licence Shell en Afrique. Donc ça veut dire Vivo Energy est titulaire de la licence Shell en Afrique. De quoi accélérer le développement de Midas, présent aujourd'hui seulement au Maroc. Donc en 2017, cette entreprise-là était sur le continent africain, c'était qu'au Maroc, en Algérie et en Angola. Donc on avait le Maroc, l'Algérie et l'Angola. 8 centres en tout. Son objectif est de s'implanter au sein des stations Shell dans 13 pays: Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, île Maurice, Tunisie, Ouganda, Sénégal et Sénégal. Explique Laurent Pommier, directeur du développement international de Midas à Jeune Afrique. Donc maintenant, Jeune Afrique va lui poser des questions. L'Afrique est un marché avec peu de voitures neuves où le secteur informel est important. Pourquoi en avoir fait une priorité de votre développement à l'international? Laurent Pommier répond: c'est un marché qui nous est apparu très important car très dépolarisé. Il se divise entre, d'un côté, les concessionnaires dont les prix sont assez élevés et chez qui il est compliqué d'avoir un rendez-vous. Et de l'autre, le secteur informel vers lequel les gens hésitent à aller car il y a beaucoup d'incertitudes sur la qualité du service et des pièces posées. Nous souhaitons nous positionner entre les deux en offrant le même service qu'un concessionnaire, mais avec des prix de 25 à 30% moins chers et en étant plus rapide, puisque notre concept, c'est le fast-feed. Notre objectif est d'ouvrir une centaine de points de vente dans les 5 à 6 prochaines années dans 10 à 15 pays africains. La Côte d'Ivoire et le Maroc nous permettront tout d'abord de tester le marché. On dit, le potentiel de clients n'est-il pas trop réduit au sud du Sahara? Il répond en disant, en France, il y a beaucoup de chaînes organisées qui viennent s'insérer entre les concessionnaires et les garagistes. En Côte d'Ivoire, de ce point de vue, le marché est encore vierge. Certes, avec 15% de véhicules neufs et 1 million de véhicules, c'est aussi un marché faible. L'âge moyen du parc y atteint 10 à 12 ans, contre 9 en France. Mais il y a quand même un marché pour des véhicules qui ont entre 3 et 10 ans.
notre cœur de cible. Car au bout de 3 ans, le client sort de sa période de garantie et ne dépend plus de son concessionnaire. Sa voiture sera cependant tout récente. Il sera donc en mesure de trouver une solution intermédiaire qui lui évitera de faire appel à l'informel. Troisième question. Serez-vous présent dans toutes les stations Shell? Shell recherche actuellement à dynamiser ses stations en créant des points d'attraction plus importants. Il accueille déjà des brioches dorées ou des Burger King. L'intérêt pour nous est surtout d'avoir accès à des emplacements privilégiés. Les stations Shell sont souvent très bien placées. Il n'est pas facile de trouver de bons emplacements dans les capitales africaines, car le foncier est cher et il y a peu de place. On a commencé à identifier avec eux des stations dans lesquelles on souhaite s'implanter, notamment à Abidjan. D'ici la fin de 2018, on espère pouvoir ouvrir 4 ou 5 stations Shell en Côte d'Ivoire. L'idée n'est pas d'arriver dans toutes les stations, mais de s'implanter dans celles qui font sens par rapport à la maintenance automobile. Sur une autoroute, les clients d'une station seront moins enclins à venir y faire une vidange ou à changer de pneus. Les stations Shell que nous visons particulièrement sont celles où il y a une bonne alchimie entre zones résidentielles, entre parenthèses, où vit une classe moyenne supérieure, bureaux, usines et commerces. Une question encore lui a été posée. Votre partenariat avec Shell vous empêchera-t-il de nouer d'autres accords? Il répond en disant ceci: on ne se développera pas qu'avec Shell. Il n'y a pas d'accord d'exclusivité. Shell nous permet d'accélérer notre développement. On ne va pas en Afrique en propre, mais plutôt sous la forme de partenariat, comme au Maroc, en Algérie et bientôt en Tunisie, où on finalise actuellement un contrat. Nous confions l'exclusivité sur un pays à un acteur local très bien implanté. En échangeant de cela, ce master franchisé fera un plan de développement sur le pays qu'il connaît, sera capable de trouver des emplacements des sous-franchisés. Pourtant, on lui pose une question, pourtant en Côte d'Ivoire, vous avez préféré vous associer dans un joint venture avec Sifcom à côté de votre partenariat avec Shell. C'est un cas particulier. Nous avons co-investi avec Sifcom, premier groupe privé ivoirien présidé par Jean-Luc Guillon, encore ce monsieur-là, maison mère de Sifka. Dans le joint venture Sinda, très implanté en Côte d'Ivoire, Sifcom est dans le métier de l'automobile depuis 50 ans, distributeur auto et pièces détachées. Avec eux, nous projetons d'ouvrir une trentaine de centres en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. L'avant-dernière question. On dit le secteur informel a plus de mal à couvrir les besoins du marché poids lourd. Ne négligez-vous pas ce dernier. Notre cœur de métier reste très concentré sur les véhicules de tourisme. Bon, c'est pas mal parce que ça va y avoir l'argent. Et les utilitaires. Nous n'avons pas d'expérience dans le camion. Nous y pénétrerons qu'avec un acteur aguerri. En revanche, les flottes recherchent de plus en plus des solutions de maintenance alternatives aux offres proposées par les constructeurs, moins chères mais tout aussi professionnelles. Elles font partie de notre stratégie. En Afrique, nous viserons dès le départ les entreprises. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir un développement rapide.
pour adresser les flottes. Notre réseau de points de vente doit disposer du plus large maillage. C'est là où le partenariat avec Shell prend tout son sens. On lui pose la question. On dit CFAO envisageait la création avec Total d'un centre auto. Cette concurrence vous effraie-t-elle? Même s'il n'est pas partout, Speedy est peut-être notre concurrent le plus implanté. C'est-à-dire en France, quoi. Nos concurrents les plus importants restent tout de même les concessionnaires. Dans les stations Total, il y a déjà des services, mais ils ne rencontrent pas forcément le succès escompté. Total a surtout une légitimité pour faire des changements d'huile, alors que nous sommes reconnus à l'international sur l'ensemble de la maintenance automobile. Donc, chers frères, je suis à la fin de mon article. Donc, pour pouvoir résumer en 2 mots l'article, aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris aujourd'hui comment se faire de l'argent. Et cette personne-là, c'est Midas, Speedy, Feu Vert. Pourquoi ils ont compris? Lorsque le véhicule est sous garantie, le concessionnaire t'oblige à aller faire les réparations chez lui. Et ces réparations, c'est les entretiens. Or, ces entretiens-là coûtent trop cher. Donc, le comportement de l'automobiliste a été étudié dans les grands pays. Donc, comme ils ont su ça là, donc, moi j'ai ma voiture. Je suis plus sous garantie. J'ai plus l'obligation d'aller chez un garagiste sur le concessionnaire pour faire l'entretien de mon véhicule parce que je les trouve cher. Donc ceux-là, ils viennent se mettre entre le concessionnaire et les autres garages traditionnels en Occident, le fait dans le but de drainer beaucoup de clients. Et ces clients qui fuient la concession après 3 ans, c'est la plus grosse part du gâteau. Donc ils viennent pour se faire. Donc vraiment, c'est très très intéressant et je suis à la fois très heureux que ces derniers-là arrivent en Côte d'Ivoire. Parce que si ces derniers-là arrivent en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et les Ivoiriens comprendront qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a vraiment un guide bâtisseur, une personne qui voit loin que tout le monde. Donc, chers frères, c'est le résumé que je comptais faire. Maintenant, je souhaiterais aussi m'entretenir avec les auditeurs en leur parlant aujourd'hui des droits et obligations du garagiste. Quels sont vos droits en face d'un garagiste? Ça veut dire, si vous possédez une voiture, vous serez forcément amené à aller chez le garagiste au cours de la durée de vie de votre voiture. Cependant, la plupart des automobiles sont souvent mal avertis des droits et des devoirs du garagiste. Donc, alors, quelles sont les obligations de votre garagiste et quel recours avez-vous en cas de problème avec votre garagiste? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous parler du consumérisme. C'est du gros mot, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire que c'est un mouvement qui protège les consommateurs et qui informe et qui demande à ce que les consommateurs soient informés. Donc ça, c'est dans le français terre à terre. Sinon, on dit que c'est un mouvement cherchant à protéger les droits des consommateurs et assurer qu'ils sont convenablement informés. Donc si moi je suis un consommateur, je dois être informé. Il y a une loi qui me protège moi en tant que consommateur pour ne pas qu'on abuse de moi sur tous les plans. Donc, je vais vous parler également de l'administratif d'un garagiste. C'est-à-dire, quand vous allez chez un garagiste, quels sont les papiers qu'il doit vous donner? Et ces papiers-là, ça couvre également le garagiste. Je tiens réellement à parler de cela parce que ça ne sert à rien d'aller confier un bien qui était acheté à des millions. Tu donnes ça à un garagiste comme ça, travaille là-dessus et que tu n'es pas protégé au cas où il y a un souci. Le premier document que vous devez demander à un garagiste, s'il est sérieux, s'il est professionnel,
Ce document-là, on appelle ça l'ordre de réparation. L'ordre de réparation, qu'est-ce que c'est? C'est un document contractuel qui est signé entre vous avec le garagiste. Pour dire en français terre à terre, j'ai un problème avec ma voiture, ou bien je dois faire l'entretien de ma voiture, je vais voir le garagiste. Et là, on est à un rendez-vous, il vient, il me dit, je lui dis, je dépose mon véhicule pour faire la révision de ma voiture. Donc, le garagiste, on écrit ça sur papier. J'ai déposé ma voiture à telle date, à telle date. C'est pour faire l'entretien de ma voiture. Le garagiste, il signe, moi aussi, je signe. C'est ce qu'on appelle un document contractuel qui est signé par les deux parties, c'est-à-dire garagiste et client. Ce document contractuel-là, lui, le garagiste à son client et par conséquent engage la responsabilité du garagiste qui doit réaliser les réparations prévues, mais il donne aussi des devoirs aux clients qui s'engagent à accepter les réparations réalisées, à prendre la livraison de son véhicule et à payer dans les modalités prévues. Donc ça veut dire que quoi? Je dépose mon véhicule, le garagiste, il doit me faire signer un papier où lui aussi il signe, et sur ce papier-là, il y a des informations, il doit avoir des informations sur ce papier-là. Le modèle de mon véhicule, la marque de mon véhicule, le kilométrage de mon véhicule, j'ai déposé mon véhicule quand et à quelle heure, le niveau de carburant avec lequel j'ai laissé mon véhicule, et mon nom et mon prénom, normalement c'est sur une feuille. Et les interventions que j'ai demandées au garagiste. Le garagiste il signe et je signe. Maintenant, l'ordre de réparation est établi en tout exemplaire et doit comporter un certain nombre d'informations. Et ce sont ces informations que j'ai citées. Le garagiste il prend un, moi je prends un et je vais chez moi. Maintenant, le deuxième document que doit vous donner impérativement un garagiste, il y a ce qu'on appelle un devis. Mais le devis, il faudrait que s'il y a des garagistes qui m'écoutent, ou bien s'il y a des clients qui m'écoutent, le devis c'est quelque chose, c'est un couteau à double tranchant. Surtout pour le garagiste. Qu'est-ce qu'un devis? Le devis vous indique combien coûtera exactement le service qui vous intéresse. Ce montant ne changera pas en aucun moment, et c'est exactement le même montant que vous devez vous acquitter à la fin des travaux. Donc, si un garagiste vous envoie un devis et que sur le document c'est marqué devis et qu'après vous envoie un autre devis de réparation, vous n'acceptez pas. Parce que c'était à lui de faire bien son travail. Il ne peut pas vous envoyer deux devis. Donc, les clients aussi, faites attention. Il y a ce qu'on appelle une estimation. Parce qu'une estimation est différente d'un devis. Parce qu'un devis s'engage directement le montant, ça ne doit plus changer. Mais par contre, une estimation est une hypothèse de coût final. À la fin des travaux, le montant de la facture finale peut donc augmenter pour plusieurs raisons. Donc, si on vous envoie une estimation et que vous vous engagez là-dessus, ça peut changer à tout moment. Mais si on vous envoie un devis, ça ne peut pas changer. Donc, ça veut dire que j'ai envoyé mon véhicule pour faire une réparation. Moi, je donne mon accord. Tu me dis non, tu as commandé toutes mes pièces sont arrivées. Maintenant, après, tu m'envoies un autre devis pour dire il y a ça encore. Normalement, je ne dois pas payer. Maintenant, après avoir parlé des différents documents administratifs que les garagistes doivent vous donner, parce que c'est des millions que vous investissez dans des voitures, nous allons maintenant parler même des obligations d'un garagiste. Les garagistes, ils ont des obligations vis-à-vis des clients. Les obligations d'un garagiste sont nombreuses. Mais nous allons nous intéresser à 3 obligations. Bon, je vais essayer de les citer. Le garagiste, il a l'obligation de résultat, il a l'obligation d'information, il a l'obligation de conseil, il a l'obligation de sécurité, il a l'obligation de diligence. Mais nous allons nous appesantir que sur 3. On va commencer d'abord par l'obligation d'information. Normalement, l'obligation d'information figure dans le Code civil de tout État sérieux. Et somme toute entreprise de réparation
dépannage, entretien ou remorquage des véhicules d'afficher le tarif des prestations, des prix horaires de façon visible. En gros, ça veut dire que si tu dois aller chez un garagiste, tu dois savoir combien il facture son taux horaire. Et la loi, bon, c'est en France généralement, impose au garagiste d'afficher à l'entrée de son garage la révision, là, il prend combien? S'il fait un forfait, là, dans le forfait, là, qu'est-ce qui est inclus dans le forfait? Maintenant, quand il fait un diagnostic, le taux horaire du diagnostic, là, il fait ça à combien? Il est censé nous informer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'obligation de conseil. Ça, c'est très, très important. Il peut être différent de l'obligation d'information. C'est-à-dire, elle oblige le garagiste à informer son client, à justifier les réparations et à lui prescrire la meilleure solution. Le garagiste doit conseiller son client de tout fait important, dans le cas contraire, cela peut entraîner la nullité du contrat. Donc, l'obligation de conseil, je vais l'expliquer très rapidement. Ça veut dire, par exemple, j'ai ma voiture, j'ai oublié de mettre de l'eau là-dedans et que mon moteur a chauffé. J'ai roulé là-dessus, j'ai roulé avec un tel véhicule sans eau, peut-être pendant 20 à 25 minutes et j'arrive chez le garagiste. Le garagiste, il est considéré comme l'homme de l'art, c'est-à-dire c'est lui le professionnel de l'automobile. Le client est considéré juridiquement comme novice, une personne qui ne connaît rien. Donc j'arrive là-bas chez le garagiste et il me fait un devis en me disant qu'on va changer le jaune et culasse uniquement. Il me fait un devis, j'ai dit ok, jaune et culasse, tout ça, ça me fait peut-être 250 000 francs CFA. Maintenant, le garagiste, je lui donne mon accord, il fait les travaux. Et quand il fait les travaux, et puis après, je me rends compte que le jaune et culasse, là même, ce n'était pas ça qu'il fallait changer. Il fallait changer toute la culasse complète. Maintenant, quand on me fait le devis d'une culasse à remplacer, et que je me rends compte que le devis là même, ça coûte plus cher que ma voiture, c'est là l'obligation de conseil du garagiste est mise en jeu. Donc, il est en face de ses responsabilités. Le garagiste, dans ce cas-là, il doit vous changer votre culasse sans que vous sortez un franc de votre poche. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obligation de conseil qui entraîne la nullité du contrat. Le dernier dont je souhaiterais prendre quand même mon temps pour pouvoir expliquer, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, ça existe partout. Tout le temps, nous sommes en train de parler du gouvernement du président Ouattara parce que le gouvernement est lent dans ce qu'ils font. On n'a pas les résultats sur le terrain. En gros, pour un garagiste aussi, c'est pareil. Il a ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Donc, l'obligation de résultat fait partie des devoirs les plus importants d'un garagiste. Elle est définie par le Code civil et dépend de la législation sur la responsabilité contractuelle. En d'autres termes, c'est parce qu'il y a eu un contrat entre le garagiste et son client que le premier est soumis à une obligation de résultat. À partir du moment où le garagiste s'engage à réaliser un travail, il a l'obligation de résultat qui engage sa responsabilité. Dans le cadre d'une réparation de voiture, cela veut dire que le garagiste doit rendre un véhicule réparé à son client, tout en respectant le contrat conclu au préalable. L'absence de résultat équivaut donc à une faute dont le garagiste est jugé responsable. En cas de dommage, c'est au garagiste de prouver sa bonne foi ou de payer des dommages et intérêts, c'est-à-dire reprendre les réparations à ses frais ou rembourser son client. Ceci étant, une nouvelle panne éventuelle doit être antérieure à l'intervention ou liée parce que la responsabilité du garagiste doit soit engagée. Donc, en gros, ça veut dire que quoi? Il ne faudrait pas qu'on dise toujours nos garagistes, ils ont des obligations de résultats et souvent il y a des pannes qui n'ont rien à voir avec notre
votre dernier passage dans son garage, vous avez dit que c'est lui le responsable parce qu'il a une obligation de résultat envers vous. Donc ça veut dire que quoi? Moi, j'envoie mon véhicule chez un garagiste. J'ai dit au garagiste, j'ai ma voiture qui ne charge pas. Ça veut dire la batterie. À chaque fois, je suis obligé de me réveiller le matin et dois chercher quelqu'un pour pouvoir câbler mon véhicule pour pouvoir démarrer. On appelle ça pousser démarrer. Allô? On appelle ça pousser démarrer. Effectivement. Donc toi, tu vas voir le garagiste pour ça. Le garagiste, tu as signé un ordre de réparation. Tu lui as demandé de faire un diagnostic parce que ton véhicule ne démarre pas. Le garagiste, tu vas signer l'ordre de réparation. Lui aussi va signer l'ordre de réparation. Il va te donner le document. Toi aussi, tu as ton document. C'est-à-dire c'est un contrat que vous avez signé. Maintenant, il va t'envoyer un devis. Il va dire, il faut changer votre batterie parce que votre batterie a plus de 4 ans, plus de 5 ans. Donc là, c'est ce qu'on appelle une usine normale. Donc le garagiste te fait un devis, il change la batterie. Maintenant, le garagiste finit de changer ta batterie. Toi, tu prends la voiture là, tu t'en tourné dans Abidjan là jusqu'à demain, tu viens, tu vois que il y a ton ventilateur, par exemple, qui refroidit le moteur qui ne tourne pas. Tu te lèves, tu t'envoies le garagiste, que c'est parce que lui, il a mis ta main dans ta voiture, raison pour laquelle toi, tu as ton ventilateur qui ne marche pas. Est-ce que quand tu as déposé ton véhicule, là, ce n'est pas batterie, tu as demandé à ce qu'il change? Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre le fait que ton ventilateur ne marche pas et ta batterie. Il n'y a absolument aucun lien. Même techniquement, même si on rentre, comme on démonte une batterie, là, tu ne vas pas aller toucher le ventilateur. Donc, en gros, c'est ce qu'il peut dire la loi. C'est-à-dire, c'est à toi de prouver que c'est le garagiste qui a la faute. Donc, l'obligation de résultat, si on n'explique pas clairement, nos parents vont abuser. Ils vont tout le temps dire c'est l'obligation de résultat. Même ceux-mêmes qui sont en France ici, là, c'est toujours pareil. L'obligation, ils vont dire non. Parce que, en France, c'est un pays qui est ouvert. Tout le monde a accès à ces informations-là. Mais malheureusement, nos parents, ils aiment toujours aller, le comportement du bled, aller toujours dans les petits garages de Saint-Denis là-bas. On vient, ils prennent l'argent rapidement. Après, ça ne résout pas leurs problèmes. Ils sont obligés d'aller chez les spécialistes. Donc, quand ils font le bilan, ils voient qu'ils ont trop dépensé dans cet argent. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une garantie. Lorsque une réparation est faite sur votre véhicule, la loi vous protège quand même. C'est ce qu'on appelle la garantie légale. Et cette garantie légale-là, elle diffère d'un pays à un autre. Ça veut dire que moi, j'ai envoyé mon véhicule chez un garagiste, il a remplacé ma batterie. Donc, normalement, si je n'ai pas d'autres soucis avec ce véhicule-là, cette batterie-là, elle est garantie 3 ans dans les normes européennes. Elle est garantie 3 ans. Donc, ça veut dire que n'importe quelle intervention que j'aurai à effectuer sur un véhicule, cette intervention-là, elle est garantie 1 an, pièces et main-d'œuvre. Maintenant, il y a des éléments quand on change sur un véhicule, exemple une batterie, la batterie, elle est garantie 3 ans. Maintenant, il y a un piège à éviter. Ce n'est pas parce qu'on te dit que ta batterie elle est garantie 3 ans, que toi, 3 ans après, tu vas venir dire non, que ma batterie que vous avez changée là n'est pas bon. Parce que nous tous, on sait qu'une batterie, ça sert seulement qu'à démarrer le véhicule. Et c'est l'alternateur qui charge votre batterie. Une voiture qui reste garée pendant 2 semaines, 3 semaines sans que ça ne démarre, la batterie aura une usure accélérée. Donc, si toi, tu te lèves, tu t'envoies le garagiste pour lui dire que ma batterie, là, que vous avez changée, là, ça n'a même pas fait 6 mois. Il faut remplacer parce que c'est garanti. On va prendre ta batterie et on va te mettre ça dans le visage parce que c'est une usure anormale de la batterie qui a fait que une utilisation pas correcte de la batterie qui a fait que la batterie a été endommagée. Parce que c'est simple. La dernière fois que tu m'as laissé le véhicule, moi j'ai le kilométrage. Et si 6 mois après, je vois que c'est un véhicule qui est resté pendant longtemps, je peux faire un calcul entre le kilométrage auquel tu es sorti de mon garage et le kilométrage auquel tu reviens. Si ça ne fait même pas 200 km, mon frère, c'est trop facile pour t'attraper. Tu veux dire que c'est toi qui ne roules pas la voiture, donc la batterie n'a pas le temps de bien se recharger, raison pour laquelle c'est de ta faute, la garantie est prise en charge. Maintenant, ce qui concerne les garanties de réparation, je vais prendre l'exemple du Canada. On dit toute réparation effectuée sur
un véhicule au Canada est garanti. C'est ce qu'on appelle une garantie légale. Mais la durée au Canada, c'est 3 mois ou 5000 km. C'est-à-dire, c'est au premier terme. Si tu as atteint 5000 km et que la même panne survient, la responsabilité du garage n'est pas engagée parce que c'est un contrat. Maintenant, quelle est la teneur de cette garantie-là? Ça prend en compte les pièces, la main-d'œuvre et les frais raisonnables de remorquage. Donc, les droits d'un garagiste, l'un des droits, donc c'est pas parce que le garagiste il a des obligations qu'il n'a pas de droits aussi. Le garagiste aussi, il a des droits. L'un des droits du garagiste est qu'il est libre de fixer ses tarifs. S'il veut, il dit moi à Abidjan, je m'installe peut-être à Cocody, mon taux horaire là, j'ai fait ça à 25 000 francs CFA. C'est-à-dire que tu me déposes ton véhicule pour faire un entretien normal d'une voiture, c'est peut-être 1h20. 1h20 là, lui il a le libre choix de multiplier ça par 25 000 francs CFA, voire 50 000. Maintenant c'est toi qui décides de venir chez lui, ou bien c'est toi qui décides de ne pas aller chez lui. Donc il a le libre choix de fixer son prix. Il possède également ce qu'on appelle un droit de rétention. Un droit de rétention, ça veut dire qu'il a la possibilité de saisir votre véhicule parce que vous refusez de payer. Par conséquent, il a le droit de conserver, c'est ce que je suis en train de dire, de conserver la voiture tant qu'il n'a pas été payé. Même si vous n'êtes pas d'accord pour les travaux, vous devez d'abord payer votre facture avant de récupérer votre véhicule. Donc, après, vous pouvez faire recours parce qu'il a ce droit-là. Maintenant, pour tendre vers la fin, que faut-il faire en cas de litige avec votre garagiste? En cas de litige ou de contestation avec votre garagiste, le mieux est de commencer par une conciliation entre votre garagiste et vous. Conciliation, ça veut tout simplement dire un arrangement à l'amiable. Si cela ne fonctionne pas et que le garagiste ne peut pas comprendre, vous avez la possibilité de faire un recours, c'est-à-dire faire appel à un conciliateur de justice. Je vais expliquer. Conciliateur de justice, en fait, c'est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire c'est un bénévole. Donc lui, il est spécialisé dans les arrangements à l'amiable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient, bon, la justice le connaît, il fait du bénévolat avec la justice. Lui, ce conciliateur-là, lui, il vient pour vous dire, pour trouver la meilleure solution pour vous départager, de telle sorte à ce que l'affaire n'aille pas trop loin. Maintenant, si cette étape-là, ne vous sied pas et que vous trouvez que c'est que l'arrangement que vous essayez de trouver, le garagiste ne veut rien foutre ou bien il ne veut rien faire, vous pouvez appeler un médiateur de la consommation. Bon, en France, les médiateurs de la consommation, on les retrouve facilement. Mais en Côte d'Ivoire aussi, normalement, s'il y a le président des consommateurs, normalement, dans sa branche-là, il doit y avoir quand même un médiateur de consommation. De la consommation. Maintenant, si cette voie-là n'aboutit pas, vous pouvez faire appel à votre protection juridique. Bon, ça, c'est encore un peu la France. Il y a ce qu'on appelle la protection juridique. Ça, tu peux la souscrire avec votre assurance ou bien votre banque. Donc, la protection juridique, ce qui est intéressant avec la protection juridique, c'est-à-dire c'est la protection juridique qui va poursuivre l'affaire sans que vous-même, vous ne payiez 5 francs. Maintenant, si vous n'avez pas de protection juridique, vous pouvez faire appel à un expert automobile. Les experts en Occident, en fait, ils sont là comme des petits pains. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne forme pas d'experts automobiles. Pourtant, c'est un bac plus 2 en France. La plupart des experts automobiles qu'on a en Côte d'Ivoire, ils sont d'abord passés par la France et aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Mais je critique un peu ces derniers-là, parce que s'ils étaient réellement des bons experts automobiles, on n'avait pas d'assister à tous ces accidents-là et à tous ces business-là qui se passent au niveau des concessions, des garagistes, tout ça. Maintenant, si l'expert automobile n'arrive pas à résoudre le problème, vous pouvez saisir un tribunal compétent. Afin de pouvoir saisir un tribunal compétent, on va se référer au code civil.
Le Code civil, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage regroupant les lois concernant les personnes, les biens et les rapports entre individus dans le domaine privé et c'est d'arbitre devant un tribunal de proximité, d'instance ou de grande instance. Le tribunal se prononcera sur les sanctions qui découlent du conflit et qui prennent la forme de dommages et intérêts versés à la partie adverse. Mais, pour terminer, enfin, notez qu'il faut mieux régler le litige par conciliation ou médiation, car les affaires judiciaires, entrer en contact avec un expert, cela engendre énormément de frais, inclut aussi envoyer une affaire en tribunal. Donc, éclaireur, c'est ce que je comptais dire rapidement. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ou si vous avez des zones d'ombre, je vous écoute également. Cher frère, c'est moi qui te dis merci. Surtout la manière par laquelle tu as abordé le sujet de façon très professionnelle. Je crois que c'est un cours magistral que tu as délivré. Et c'est tellement bien dit et c'est tellement bien fait qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre les responsabilités du garagiste et de moi-même l'automobiliste. Et surtout, j'arrive aussi à comprendre les objectifs des grandes compagnies ou des multinationales vis-à-vis de l'Afrique, avec les exemples du Maroc et de la Côte d'Ivoire. En toute sincérité, je suis encore en train de ruminer. Et personnellement, moi, je n'ai pas de questions, sauf que de vous dire vraiment merci pour ce brillant travail, parce que je me demande combien de temps ça vous a pris. Surtout que ça a été bien détaillé, ça a été bien spécifié. C'est tellement important, parce que ceux qui sont en Afrique peuvent dire, ah bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais on ne fait pas nos émissions pour seulement ceux qui sont en Afrique. Mais le fait d'accumuler le savoir, là, ça te permet de connaître tes droits et tes devoirs. Et c'est ça qui est important. Demain, on ne peut plus te gruger n'importe comment. Et il y a tellement d'informations bonnes et spécifiques qui ont été données. Vraiment, cher frère, je salue l'effort que tu as mis dans ce travail-là. Et je te dis vraiment merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne émission à tout le monde, même si je suis le dernier. Non, vous n'êtes pas le dernier. Il y a Sunjata qui vient de se signaler. Et surtout, merci beaucoup. Parce que moi-même, je vais réécouter plusieurs fois encore parce qu'il y a tellement de choses utiles que tu as eu à dire. Il faut que je réécoute au moins 2 ou 3 fois pour bien digérer et bien comprendre, pour m'apprêter aussi pour l'avenir, parce qu'on ne sait jamais. Merci, cher frère. Merci pour toute la dévotion que tu as mis dans ce travail-là. C'est moi qui te dis merci. Je vous en prie, cher frère. Okay. Donc, vous passez une excellente soirée. Merci.